Tout d'abord, félicitations aux élèves quand même pour avoir organisé le 24e congrès du Master Rose le 24 septembre 2024. Je trouve que c'est assez fort. Je ne sais pas si c'était voulu. Je vais vous faire effectivement une brève introduction pour rappeler en fait comment se formalise la prospective et finalement ce qu'on peut en faire par rapport aux enjeux des discussions d'aujourd'hui, en particulier cette question de l'énergie et des énergies fossiles. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter de ce qui se passe derrière moi. Y a-t-il un... Non, c'est bon, vous avez le petit écran. Ok. La question de la prospective, en fait, c'est la question finalement de notre position au futur, par rapport au futur. Et très rapidement, quand on commence à aborder les enjeux de modélisation, les enjeux de trajectoire, on oublie complètement comment on se positionne par rapport au futur et finalement ce qu'on attend de cette exploration du futur. Et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que je pense que ce qui est important, c'est de repositionner cette question dans une perspective où l'exploration du futur doit mener à la prise de décision. Donc quelque part, si on fait une analogie avec le joueur d'échecs, jeu que vous ne pratiquez peut-être pas tous, mais dont vous connaissez les règles, ce qui se passe quand je joue aux échecs face à un adversaire et que je dois prendre une décision pour le prochain coup, c'est que je dois évaluer en fait toutes les possibilités de jeu qu'a l'adversaire en face de moi et je dois anticiper ce qu'il va avoir comme réaction par rapport à cet ensemble de possibilités. Et quelque part, pour rejoindre un peu les inspirateurs de cette prospective à la française, parmi lesquels Pierre Massé, premier commissaire général au plan dans les années 50. Cette idée d'anticiper toutes les stratégies ne peut s'appuyer que sur une exploration du futur, avec la difficulté qu'on va avoir où, par rapport à un joueur d'échecs, nous sommes dans un monde qui est en mouvement, il y a une accélération. Donc en fait, les règles du jeu vont se transformer en permanence et les pièces de ce jeu vont également se modifier. Elles vont changer de nombre et de nature et leur potentialité sur l'échiquier va être bien différente des règles qu'on avait établies au départ. Donc on voit qu'on est dans une perspective qui est beaucoup plus compliquée quand il s'agit de parler du futur. Je parle de la civilisation, mais en fait de l'ensemble des systèmes qui vont nous préoccuper et qui sont en lien entre énergie et climat et biodiversité. C'est un élément que désormais il faut qu'on ait en ligne de mire également. Donc un autre père fondateur de la prospective très important à mes yeux, Gaston Berger, écrivait, et je pense que cette formule résume totalement la vision qu'il faut adopter par rapport à ce regard vers le futur. Notre civilisation est une voiture accélérant en constance, constamment, sur une route inconnue, la nuit. Elle va avoir besoin de phares de plus en plus puissants qui permettent de voir de plus en plus loin pour éviter le désastre. Et je pense que ça, alors en tout cas les élèves que j'aurai cette année vont l'apprendre par cœur, en français bien sûr dans le texte. C'est une attitude qui est très importante parce qu'elle dit qu'on se positionne face au futur et que quelque part, si on veut l'éclairer, c'est parce qu'on veut agir sur ce futur, ce qui est très différent d'autres types de positions par rapport auxquelles, en fait, on marche à reculons et on ne veut pas prendre en compte, finalement, ce qui va potentiellement arriver.
Donc regarder le futur en face, c'est le comprendre dans sa structure, c'est lui projeter des éléments qui ne sont pas forcément le prolongement d'éléments qui se sont produits jusqu'à aujourd'hui. Et c'est donc comprendre qu'il va y avoir une nuance entre faire de la prospective, prédire et faire de la rétrospective. Donc très souvent, il y a un amalgame qui est fait entre je vous propose une étude prospective et le décideur en face va comprendre ah donc vous allez me dire ce qui va se passer dans le futur. Personne ne sait ce qui va se passer dans le futur. Donc cette idée de prévision et de prédiction, il faut vraiment la distinguer de cette approche prospective, puisque en fait la prospective c'est un projet à long terme et la prévision c'est quelque chose qu'on va réaliser sur le très court terme. Donc j'en profite pour enfoncer le clou et pour dire ce qu'est la prévision et la prédiction, qui est quelque chose qui est utilisé depuis la nuit des temps pour effectivement rassurer le citoyen, le décideur, à travers d'abord des oracles, et puis ensuite à travers l'utilisation de ces fameuses trajectoires, dont certains pensent qu'elles écrivent exactement ce qu'il va se passer. Donc on a bien appris grâce à Uderzo que la pratique du devin est parfois proche du charlatanisme et on bien sûr va s'éloigner de ce type d'approche tout en Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Tout en s'inspirant quand même de cette idée de prédiction. Je reviendrai là-dessus. J'ai dit aussi qu'il fallait se démarquer de la rétrospective. Donc la rétrospective, c'est quoi? C'est finalement être fasciné par le passé. Donc on va se tourner vers le passé et on va considérer qu'on va faire des extrapolations. Donc on va regarder quelles ont été les tendances et comment les différents événements se sont produits et on va les projeter vers le futur. Ça aussi, cette façon de penser que tout va continuer à se passer comme avant, c'est quelque chose dont il faut s'éloigner quand on fait de la prospective, puisque en fait, on essaye plutôt d'éclairer l'originalité de ce qui risque d'arriver dans la diversité des potentialités. Donc, ce sont deux éléments qui sont distincts de la prospective, mais sur laquelle, bien sûr, on peut travailler, utiliser la prévision pour savoir où je vais poser le prochain pied, tout en regardant quand même beaucoup plus loin en faisant mon éclairage prospectif, et utiliser la rétrospective pour essayer de projeter des invariants, un peu comme en physique, on évalue les invariants de notre analyse du passé, et on va essayer quand même de décliner là-dessus des situations originales. Donc ça, c'est un art qui est un art dont on peut parler philosophiquement, mais qu'on peut essayer aussi d'aborder avec l'utilisation de modèles. Donc pour synthétiser, l'idée, c'est donc à partir de notre connaissance du présent et du passé, d'explorer le futur. Et pourquoi faire? Parce que ça, c'est très important. Il ne suffit pas juste d'explorer le futur de manière libre, mais avec quand même l'objectif de pouvoir aider, grâce à cet examen des évolutions possibles en fonction de différents types d'hypothèses, le décideur à appréhender la diversité des situations auxquelles il devra faire face. Et éventuellement, le décideur, avec ces éléments, peut trancher, prendre un risque, choisir et agir. Bon, je vous rassure, ça arrive assez peu souvent. Alors donc, l'idée de la prospective, c'est quand même regarder en avant, et ce regard sera le premier pas de l'action. Donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi faire dans le cadre qui va agiter les débats de la journée. Donc l'idée, c'est de se positionner dans ce narratif de la transition. Alors aujourd'hui, je parlerai plus précisément de la transition qu'on dit énergétique, dans un contexte de crise climatique multiforme sur laquelle je ne reviendrai pas. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque part, les préoccupations par rapport au futur, elles ont évolué au cours du temps pour en arriver à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et elles ont été motivées par des contextes
qui sont allés d'abord dans les années 50 sur la question de l'opération de grands systèmes techniques avec un grand effort dans la recherche parce que à chaque fois qu'il y a des conflits, il y a un afflux de fonds et donc ça a été l'objet du développement de tout ce qu'on appelle la recherche opérationnelle. Ensuite, se sont greffées les questions de développement avec les économies émergentes et la donc prise en compte de disparités en fait dans les évolutions économiques. Dans les années 70, ont émergé les questions de limites à la croissance. Et puis, à partir des années 73 et de la première crise de l'énergie, ce sont les questions de finitude des ressources fossiles, qui ont fait l'objet de débats pour ensuite émerger en liaison avec les questions environnementales. Et derrière, en fait, toute cette trame de questionnement, il y a des développements d'exploration du futur qui sont réalisés avec des modèles qui vont parler de chacun de ces éléments. Alors aujourd'hui, je comprends que j'ai terminé. Je vais simplement essayer de vous donner la perspective de ce à quoi les débats doivent faire face. Donc on est rentré dans ce qu'on appelle l'âge des transitions. Alors de toutes sortes, des transitions sociales, numériques, écologiques. Et ce terme, quelque part, a été assez galvaudé dans le sens où il va correspondre à des choses très différentes et il va projeter des visions très différentes de ce à quoi cette transition correspond. Et c'est très perturbant parce que si déjà on n'est pas d'accord sur le terme et sa représentation, et si on n'est pas d'accord non plus sur l'avenir vers lequel on veut aller, on va avoir beaucoup de mal à se mettre d'accord sur les solutions qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc il y a plusieurs écoles au niveau historique qui parlent de ces enjeux de transition énergétique. Certains disent qu'il n'y a jamais eu de transition et qu'on a vu dans le domaine de l'énergie que des additions de vecteurs. D'autres disent que dans certains endroits, l'énergie a été l'objet d'un développement économique harmonieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelque part, l'évolution à laquelle on fait face, c'est une évolution qui a toujours été drivée par plus d'énergie pour plus de richesse. Et aujourd'hui, on est quand même dans une rupture. Alors, je vais passer ça. Et on est dans une nécessité dans laquelle on a à la fois cette idée de considérer l'énergie comme elle a été considérée jusqu'à présent, c'est-à-dire pour certains comme un vecteur de progrès et un vecteur de richesse, et en même temps de s'immerger dans un monde dans lequel le climat et son changement est en train de créer des menaces qui sont à prendre en compte de manière très sérieuse pour ne pas avoir un déclin civilisationnel assez fort. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on arrive à comprendre en fait les enjeux derrière la question précise des fossiles pour savoir si on est capable d'arriver à un consensus sur l'intégration de ce vecteur dans la discussion pour essayer de converger vers un futur qui soit compatible avec tout ce que le GIEC, non pas vous a dit, mais a évalué de la connaissance de la science jusqu'à aujourd'hui. Et je m'arrêterai là.